Alors nous allons traiter d'économie politique, c'est-à-dire de la liaison entre d'un côté la production par la société des biens nécessaires à sa reproduction ou à son développement, et de l'autre les luttes sociales et politiques. Marx et Engels, dans un texte célèbre, donnent la clé matérialiste de leur travail sur ce sujet, je cite. Dans la production sociale de leur existence, les hommes entrent en des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté, rapports de production qui correspondent à un degré de développement déterminé de leur force productive matérielle. L'ensemble de ces rapports de production constitue la structure économique de la société, la base concrète sur laquelle s'élève une superstructure juridique et politique et à laquelle correspondent des formes de conscience sociale déterminées. Le mode de production de la vie matérielle conditionne le processus de vie sociale, politique et intellectuelle en général. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, c'est inversement leur être social qui détermine leur conscience. Je pense que vous en avez parlé un petit peu ce matin si vous avez abordé le matérialisme historique. Un des aspects centraux du travail de Marx est donc l'étude de la structure économique de la société qui détermine les rapports de pouvoir. Beaucoup d'écrits seront consacrés à cette question par Marx et Engels, dont leur œuvre majeure qui est Le Capital. Basé sur un travail colossal de recherche documentaire, Le Capital entreprend l'analyse de la structure économique de son temps en utilisant une méthode logique et non historique. Dans les livres 1 et 2, Marx se place dans un cadre abstrait, celui d'un pur mode de production capitaliste. À partir de ce cadre abstrait, il définit les concepts et les lois générales du mode de production capitaliste. Dans le tome 3, Marx opère une descente vers le concret en mettant en mouvement ce système pour en tirer les tendances contradictoires. C'est dans ce tome 3 qu'il définit la loi de baisse tendancielle du taux de profit et qu'il s'attaque à l'analyse des capitalismes historiques de son époque. Pour notre exposé, nous allons suivre approximativement le plan d'ensemble du capital en éliminant par faute de temps beaucoup d'éléments qui viennent préciser, compléter les analyses et qui font de cet ouvrage une œuvre magistrale. Nous commencerons donc par la marchandise et la valeur. L'échange marchand est bien sûr antérieur au capitalisme, mais celui-ci introduit une transformation par opposition à tous les systèmes précédents. Avec lui, la marchandise devient la forme dominante sous laquelle la richesse se présente. Elle est l'unité élémentaire de la structure économique. Alors qu'est-ce qu'une marchandise ? Une marchandise est un bien, matériel ou immatériel, ayant pour but la satisfaction d'un besoin humain et qui est produit pour la vente. Elle a en ce sens un double caractère ou une double valeur. C'est d'abord une valeur d'usage. Pour l'échange, il faut bien que la marchandise trouve un acheteur qui y voit une utilité. Mais c'est aussi une valeur d'échange. On doit l'échanger contre d'autres marchandises ou contre un équivalent monétaire. La question qui se pose alors est comment échanger des marchandises disparates ou diverses ? Puisque l'on ne peut échanger que des équivalents, sans cela il n'y aurait pas d'échange, d'où vient l'équivalence entre des chaussures, un téléphone portable ou alors une coupe de cheveux ? Marx démontre que l'équivalence entre marchandises ne peut pas être établie à partir de la valeur d'usage, mais seulement à partir de ce que toutes les marchandises ont en commun, c'est-à-dire le travail humain qui est incorporé. Et plus précisément, il montre que ce qui fait la valeur d'une marchandise, c'est la quantité de travail nécessaire à sa production. Cette quantité de travail est mesurée en temps de travail, ce temps de travail étant toujours le temps socialement nécessaire, c'est-à-dire non pas le temps réel mis par tel ou tel travailleur, mais le temps exigé en moyenne pour réaliser une marchandise donnée, selon le degré de développement des moyens de production dans un contexte historique donné. Pour que la valeur d'échange se réalise, elle doit ensuite être vendue ou troquée sur le marché. À partir d'un certain niveau de développement de l'échange marchand, se développe l'usage de la monnaie en tant qu'équivalent général. La valeur d'échange est alors exprimée sur le marché par un prix, et nous retiendrons ici qu'en moyenne, les marchandises sont vendues à un prix qui correspond à leur valeur d'échange. Ce qu'on vient de présenter rapidement, ici, prend le nom de loi de la valeur travail. Elle est la loi fondamentale de l'échange marchand. La production capitaliste, maintenant. L'échange marchand, on l'a dit, existe avant le capitalisme, et il prend la forme M-A-M, c'est-à-dire qu'un possesseur d'une marchandise, M, la vend contre de l'argent, si on est dans une économie monétaire, donc A, pour acheter ensuite une ou plusieurs autres marchandises d'une valeur égale, donc M-A-M. Autrement dit, dans l'échange simple, on produit une marchandise pour pouvoir en obtenir une autre. À un certain degré du développement de la production marchande, apparaît la production capitaliste.
Cette production capitaliste suppose deux conditions historiques préalables. D'abord, l'accumulation d'une certaine somme d'argent entre les mains de particuliers. Ensuite, deuxième condition, l'existence de travailleurs libres, entendez les guillemets à libre, libres à deux points de vue. Libres de toute contrainte et de toute restriction quant à la vente de leur force de travail, et libres parce que sans terre et sans moyens de production en général, ils ne peuvent subsister qu'en vendant leur force de travail. Dans le cadre du capitalisme, le schéma de la production s'inverse et devient AMA, on était sur MAM, on devient AMA, plus précisément AMA'. Ça veut dire qu'on investit une somme d'argent, A, pour produire une marchandise, M, dont la vente va faire empocher une somme d'argent supérieure à la mise initiale. Ça veut dire que le A' est supérieur au A. En effet, si le A' était égal au A, c'est-à-dire la somme finale était égale à la somme initiale, la production n'a strictement aucun intérêt, et c'est bien parce qu'on espère en retirer un profit qu'il va y avoir mise en production. D'autre part, l'existence du profit n'est pas inventée par Marx, elle est constatée par le fonctionnement quotidien des entreprises de son temps. Toute mise en production d'un capital argent ne vise qu'à obtenir en fin de cycle un capital supérieur. Le moteur de l'économie n'est donc pas le bien public, fournir à l'humanité ce dont elle a besoin pour survivre. Ah, je crois que tu levais la main, par exemple. Non. Fournir à l'humanité ce dont elle a besoin pour survivre, mais la recherche du plus grand profit. Ce schéma de la production capitaliste comprend deux parties séparées qui se complètent sans être organiquement liées. D'une part, la sphère de la production, de A à M, puis la sphère de la circulation, de M à A', qui permet de réaliser la valeur d'échange par la vente. La question qui se pose maintenant est d'où vient le profit? D'où vient cette différence entre le A initial et le A' final? Il ne peut venir de la sphère de la circulation où l'on n'échange que des équivalents et où les marchandises sont vendues à leur valeur d'échange, c'est-à-dire proportionnellement à la quantité de travail qui est incorporée. Il faut donc trouver au sein du processus productif une marchandise qui aurait la propriété de créer de la valeur. On attaque donc là le troisième point, le capital et la plus-value étant un concept central du capital. Pour répondre à cette question, Marx se sert de la théorie de la valeur travail. Il montre que le capitaliste trouve dans la sphère de la circulation une marchandise qu'il paye à sa valeur, mais dont la valeur d'usage possède cette particularité d'être elle-même source de valeur. Cette marchandise bien particulière est la force de travail. En effet, ce que le travailleur vend contre un salaire, ce n'est pas directement son travail, mais c'est sa force de travail dont il cède au capitaliste la disposition momentanée. Quelle est alors la valeur de la force de travail? La force de travail d'un homme ne consiste que dans son individualité vivante. Exactement comme celle de toute autre marchandise, sa valeur est donc déterminée par la quantité de travail nécessaire à sa production, c'est-à-dire par la valeur des objets de première nécessité indispensables pour produire, développer, conserver et perpétuer cette individualité vivante. En achetant la force de travail du travailleur par le salaire et en la payant à sa valeur, le capitaliste, comme tout autre acheteur, acquiert le droit de consommer la marchandise qu'il a achetée. Par l'achat de la valeur journalière ou hebdomadaire de la force de travail, le capitaliste acquiert donc le droit de la faire travailler pendant toute la journée ou toute la semaine. La journée de travail se divise alors en deux temps. Une première partie où le travailleur crée à son insu une valeur équivalente à celle de la valeur de sa force de travail, et une seconde partie où il continue à travailler en fournissant sans aucune contrepartie un surtravail, lequel surtravail se réalisera en un surproduit et une plus-value. La plus-value est donc la valeur du surtravail, c'est-à-dire du travail non payé accompli par le travailleur pour le capitaliste. Cette valeur créée par le travailleur est la seule richesse nouvelle que vont se disputer le capitaliste et le travailleur pour son partage plus ou moins équitable. C'est ce qui fait naître la lutte des classes au cœur même du processus de production et qui ne dépend pas de la volonté des hommes. Lutte obscurcie par le caractère de fétichisation du salaire, qui prétend payer le travail alors qu'il ne paye que la valeur de la force de travail. Alors on va se détendre un petit peu maintenant parce que je vais prendre quelques exemples pour essayer d'illustrer ce qu'on vient de dire. Ça va pour l'instant, c'est pas trop. Non, on n'a plus de temps. Et ça, tu m'as dit 20 minutes, donc je vais. Non, je te dis un quart d'heure. Alors, prenons l'exemple. Alors, ces exemples, vous les avez en partie sur une des feuilles qui est dans
document qui vous a été remis. Oui. Donc il y a un organigramme du schéma de la production capitaliste et des profits. Ça, vous pourrez la regarder à tête reposée. Et puis derrière, il y a quelques exemples que je vais lire ici en les détaillant un peu plus, mais ça vous fait peut-être un support. Donc prenons l'exemple d'un travailleur, d'un ouvrier de l'automobile. Imaginons que la quantité moyenne des objets de première nécessité pour la vie de cet ouvrier, c'est-à-dire la valeur de la force de travail, représente 4 heures de travail moyen, traduit par une somme de 80 €, c'est-à-dire 4 fois 20 €, avec une journée de travail de 8 heures. En une journée de 8 heures, l'ouvrier va donc ajouter pour 160 € de valeur, et il va en recevoir 80. Les 80 qui font la différence pour aller à 160 constituent la plus-value, et c'est cette plus-value que s'approprie le capitaliste. Le taux de la plus-value est le rapport entre la partie de la journée de travail qui est nécessaire pour renouveler la valeur de la force de travail et la partie qui est le surtravail ou le temps employé en plus pour le capitaliste. Là, dans notre exemple, c'est 80 divisé par 80, ça fait donc 100%. S'il répète continuellement ce processus, journellement ce processus, le capitaliste déboursera journellement 80 € et en empochera journellement 160. Donc une moitié sera de nouveau employée à payer de nouveaux salaires et dont l'autre moitié formera la plus-value pour laquelle le capitaliste ne paie aucun équivalent. Ce processus, on y reviendra mais je le dis tout de suite, crée non seulement la plus-value, mais il crée aussi les conditions de son propre renouvellement. Par son travail, l'ouvrier recrée les conditions qui font de lui un ouvrier et il recrée le capitaliste en tant que capitaliste disposant d'un capital. Comment le capitaliste agit maintenant pour essayer d'augmenter la plus-value? 3 moyens classiques pour augmenter la plus-value, ce qu'on appelle la plus-value absolue, la plus-value relative et enfin la plus-value extra. Donc je commence par la plus-value absolue, la plus simple. Elle consiste tout simplement à allonger la durée du travail, ce qui augmente mécaniquement la partie de la journée occupée à produire un surtravail. Cette tendance était typique du 19e siècle avec des journées qui pouvaient aller jusqu'à 14, 15 ou 16 heures de travail, mais elle constitue toujours un recours pour le capitaliste dès que l'occasion se présente. Deuxième moyen, la plus-value relative. Il ne s'agit pas là d'un moyen employé par le capitaliste individuel, mais il s'agit du résultat d'une tendance générale. Si la productivité augmente dans le secteur des biens de consommation ouvriers, cela entraîne une baisse de la valeur des marchandises nécessaires aux travailleurs, et alors la valeur de la force de travail baisse, et donc la plus-value augmente. Cela peut aussi être obtenu par l'importation massive et à bas coût des produits nécessaires à la consommation des ouvriers, ou alors on le voit quotidiennement par ce qui se passe au niveau de la grande distribution qui écrase les prix des petits agriculteurs. Reprenons donc l'exemple de notre ouvrier de l'automobile de tout à l'heure. Si par suite d'une productivité croissante dans le secteur des biens de consommation courants, la quantité moyenne des objets de première nécessité ne représente plus 4 heures de travail moyen, mais seulement 2, elle sera représentée par un salaire de 40 €. Mais dans sa journée de 8 heures, lui, l'ouvrier, ajoute toujours 160 €. Il n'en reçoit plus que 40, ce qui veut dire que la plus-value sera désormais de 120. On calcule le taux, ça fait un taux de plus-value de 300%. Troisième moyen, la plus-value extra. Il s'agit d'une augmentation obtenue cette fois par le capitaliste individuel, liée à la hausse de la productivité. Toujours notre ouvrier de l'automobile, dans la situation initiale, je rappelle, il était payé 80 €, il produisait pour 160 € par jour, pour, prenons l'exemple de 8 objets, en 8 heures. Chaque objet a donc une valeur ajoutée par l'ouvrier de 20 €. Si par introduction de machines plus performantes, ce même ouvrier, dans les mêmes conditions de salaire et de durée du travail, produit non plus 8, mais 16 objets, la valeur totale créée sera toujours de 160 €, mais qui seront incorporés non plus dans 8 objets, mais dans 16 objets, c'est-à-dire un ajout de 10 € par objet. La valeur unitaire de chaque produit baisse donc, ce qui permet au capitaliste individuel d'empocher une plus-value extra s'il continue à vendre ses produits à leur valeur sociale moyenne, qui reste la même, cette valeur sociale moyenne, tant que les autres capitalistes du secteur n'ont pas modernisé leur appareil de production comme lui. Donc dans l'exemple qu'on a développé ici, il empocherait une plus-value de 320 €, cette plus-value extra, et donc là encore un taux de plus-value de 300%. Bien entendu, cette plus-value extra est temporaire, car la concurrence entre chaque capitaliste du secteur pousse aux mêmes innovations, sous peine de disparaître, et à terme, la valeur sociale moyenne dans ce secteur aura baissé. Dans la réalité, ces 3 moyens d'augmenter la plus-value se combinent.
La plus-value extra permet au passage de comprendre la genèse de la plus-value relative évoquée précédemment. Le capitaliste individuel, on l'a dit, n'a pas de prise sur la plus-value relative puisqu'elle dépend des gains de productivité réalisés dans toutes les entreprises qui produisent les biens de consommation des travailleurs. La recherche effrénée de la plus-value extra dans l'ensemble des entreprises permet, à contrario, d'expliquer l'origine de ces gains de productivité. C'est ce mécanisme qui explique d'ailleurs qu'avant l'apparition du capitalisme, les forces productives se développaient avec beaucoup de lenteur. Avec le capitalisme, l'état ancien d'immobilisme relatif et de stagnation de la production sociale fait place à un développement beaucoup plus rapide des forces productives. Cette théorie de la plus-value, qu'on a encore rapidement exposée, est la pierre angulaire de l'analyse du capitalisme. Elle permet de comprendre le fonctionnement de ce capitalisme en tant que processus d'accumulation. C'est ce qu'on va voir maintenant. Pour vivre et se développer, toute société doit produire des biens matériels et des services. Elle ne peut arrêter de consommer ni arrêter la production. Cette répétition ininterrompue du processus de production porte le nom de reproduction. Autrement dit, tout processus de production est d'abord processus de reproduction des moyens de production et de la force de travail employée et consommée. En système capitaliste, le processus de production a donc pour fonction de reproduire le capital en tant que somme d'argent à investir, mais aussi en tant que rapport social d'exploitation. En effet, au terme de chaque processus de production, l'entrepreneur se retrouve, grâce à l'exploitation des travailleurs salariés, en possession d'un capital augmenté et qui lui permet de continuer à s'enrichir par la poursuite de l'exploitation des travailleurs. Dans le même temps, le travailleur demeure à l'issue du processus de production un prolétaire non possédant. Il est donc obligé, pour ne pas mourir de faim, de vendre sans cesse sa force de travail aux capitalistes. Ainsi, dans le processus de production, le rapport capitaliste fondamental se renouvelle constamment, le capitaliste d'un côté, le travailleur salarié de l'autre. Au cours de ce processus est produite la plus-value empochée par le capitaliste. Celle-ci se divise en deux parties. Le fonds de consommation capitaliste qui représente son revenu et le fonds d'accumulation employé en tant que capital supplémentaire. L'accumulation du capital consiste en la reconversion d'une partie de la plus-value produite en nouveau capital qui de cette manière vient s'ajouter au capital initial. La plus-value constitue donc la source de l'accumulation. Puisque chaque capitaliste investit son capital dans un processus de valorisation si et seulement si il a l'espoir de le retrouver en fin de cycle augmenté d'un profit, de préférence le plus grand possible, l'élément moteur pour l'entrepreneur capitaliste, c'est avant tout l'augmentation de la plus-value. La plus-value que s'approprie le capitaliste permet, par la transformation en capital supplémentaire, d'élargir de plus en plus la production et de s'approprier une masse sans cesse croissante de plus-value. L'autre élément moteur de l'accumulation est la concurrence acharnée qui contraint chaque capitaliste à être le plus concurrentiel possible sur le marché, c'est-à-dire à produire en réduisant la valeur de chaque marchandise par la réduction du temps nécessaire à sa production, au fur et à mesure que les forces productives gagnent en puissance grâce à l'introduction de nouvelles solutions technologiques. Arrêter le progrès technique, arrêter l'élargissement de la production, c'est rester en arrière et les retardataires se font battre par leurs concurrents. La concurrence oblige donc chaque capitaliste à augmenter son capital et il ne peut le faire que par l'accumulation constante d'une partie de la plus-value. C'est ainsi par l'exploitation de la classe ouvrière que le capital grandit et qu'en même temps les rapports de production capitalistes se reproduisent sur une base élargie. Les conséquences de ce processus d'accumulation sont fondamentales. On va en citer seulement deux là. On va citer la centralisation du capital et ensuite la formation de l'armée industrielle de réserve. Donc la centralisation du capital. Jusqu'à présent, nous avons essentiellement parlé de la force de travail et de la plus-value. Mais pour produire, le capitaliste a aussi besoin de machines, de matières premières, de locaux, etc. Le capital global se divise donc en deux parties. Une partie qui est le capital constant, qui correspond aux machines, à l'outil de travail, aux bâtiments, aux matières premières. La seconde partie est le capital variable, qui correspond au salaire, qui représente donc la valeur de la force de travail. En accumulant la plus-value et en élargissant son entreprise, nous l'avons vu, le capitaliste introduit généralement de nouvelles machines et des perfectionnements techniques qui lui assureront une augmentation de ses bénéfices. Cette tendance détermine un accroissement plus rapide du capital constant que du capital variable. Avec l'accumulation du capital, la part du capital variable diminue donc, celle du capital constant augmente. Cette tendance entraîne la concentration et la centralisation du capital,
notamment parce que les grandes entreprises peuvent plus facilement que les petites introduire des machines et des perfectionnements techniques, pratiquer largement la division et la spécialisation du travail. De ce fait, la fabrication des produits revient moins cher aux grandes entreprises qu'aux petites. Cet avantage détermine la disparition progressive d'une multitude de petites entreprises et la domination des entreprises toujours plus importantes dans les pays capitalistes. On appelle centralisation du capital l'accroissement du capital par la fusion de plusieurs capitaux en un seul capital plus important. Grâce à elle, une minorité de capitalistes, possesseurs de fortunes énormes, préside aux destinées de dizaines et de centaines de milliers de travailleurs. Cette tendance, décrite par Marx avec insistance, explique les mécanismes de la naissance du gigantisme des groupes capitalistes modernes, de même que l'essor des monopoles que Lénine décrit au début du XXe siècle et qui sont aujourd'hui prépondérants dans l'économie capitaliste. On y reviendra en fin d'exposé. Deuxième tendance liée à l'accumulation du capital, l'armée industrielle de réserve. Le processus d'accumulation, comme nous l'avons vu, entraîne la diminution relative du capital variable par rapport au capital constant. Aussi, la demande de main-d'œuvre se réduit-elle relativement à la progression du capital, même si les effectifs d'ensemble du prolétariat peuvent continuer à augmenter en même temps que le capitalisme se développe. En effet, les capitaux supplémentaires qui entrent dans la production n'absorbent pas toute la part des travailleurs expulsés du processus productif suite aux innovations technologiques. Il en résulte qu'une masse importante de travailleurs ne peut trouver à s'employer. Une partie de la population ouvrière se trouve être en surnombre relativement aux besoins d'accumulation du capital. Le mouvement de l'accumulation produit donc en continu une population salariée excédentaire que Marx nomme armée industrielle de réserve, tandis que les travailleurs en poste subissent quant à eux une exploitation toujours plus féroce. Cette armée est un attribut nécessaire de l'économie capitaliste, sans lequel elle ne peut ni exister ni se développer. D'une part, elle permet de répondre à l'élasticité de l'accumulation du capital, qui peut avoir besoin en peu de temps de force de travail disponible. D'autre part, les revendications ouvrières sont affaiblies par l'existence de l'armée industrielle de réserve, qui exerce une forte pression à la hausse de l'exploitation. Nous en venons maintenant à la loi générale de l'accumulation capitaliste. À partir de tout ce qui précède, Marx établit la loi générale de l'accumulation capitaliste et que l'on peut résumer ainsi. La course à la plus-value aboutit à l'accumulation des richesses entre les mains des classes exploiteuses et à l'augmentation de l'appauvrissement et de l'oppression des classes non possédantes dont le travail crée toutes les richesses. Cette loi générale de l'accumulation capitaliste exprime la contradiction fondamentale du mode de production capitaliste entre, d'un côté, le caractère social du processus de production, on y reviendra un petit peu plus tard, et d'autre part, la forme capitaliste privée d'appropriation des résultats de cette production. En effet, le capitalisme crée la grande production aussi bien dans l'industrie que dans l'agriculture. Le progrès des forces productives engendre des instruments et des méthodes de production qui exigent le travail en commun de centaines et de milliers de travailleurs. La concentration de la production s'accroît. Il se produit ainsi une socialisation capitaliste du travail, une socialisation de la production. Mais cette socialisation de la production progresse dans l'intérêt d'un petit nombre d'entrepreneurs privés, soucieux d'augmenter leurs profits. Le produit du travail social de millions d'hommes devient la propriété privée des capitalistes. On arrive maintenant au cœur du livre 3 du Capital, avec la loi de baisse tendancielle du taux de profit. Cette loi décrit et explique le mouvement contradictoire de l'accumulation sur des bases toujours plus larges. Elle est d'une grande actualité car elle permet de saisir la réalité contemporaine, marquée à la fois par la crise et par l'extension du marché à des dimensions mondiales. La base de cette loi est, nous l'avons vu, l'augmentation progressive de la part du capital constant, machines, etc., par rapport au capital variable, salaire, employé. Le but du capitaliste est l'augmentation de l'exploitation des travailleurs, représentée par le taux de plus-value. Mais ce qui l'intéresse plus que tout, c'est le taux de profit, le profit et son taux. Car le capitaliste investit non pas seulement le capital variable, mais aussi le capital constant, et c'est par rapport à la totalité de ce capital qu'il anticipe ses gains. Le taux de profit, véritable boussole du capitaliste, est la somme de plus-value rapportée, divisée par l'ensemble du capital avancé pour la production, c'est-à-dire par le capital variable et par le capital constant. Donc, la tendance à l'augmentation relative du capital constant par rapport au capital variable a pour conséquence inévitable la diminution progressive du taux général de profit. Le capitaliste cherche alors à compenser cette baisse du taux de profit en augmentant la masse de ses profits.
Autrement dit, si elle réalise moins de profit par produit vendu, il faut vendre beaucoup plus de produits. Il faut donc accroître les capitaux engagés pour compenser la baisse du taux par la masse des profits. De son côté, l'accumulation accélère en retour la baisse du taux de profit à cause de l'augmentation plus rapide du capital constant. Voilà pourquoi les mêmes causes qui produisent la baisse tendancielle du taux de profit entraînent une accumulation toujours plus grande, tout en dégradant toujours plus les conditions dans lesquelles le capital se valorise. Alors cette loi tendancielle comporte bien sûr des contre-tendances ou des facteurs qui en limitent la portée. Il est possible notamment de redresser le taux de profit en continuant à rechercher des plus-values extra de productivité, en intensifiant le travail, en rentabilisant les équipements par le travail en continu, en cherchant des capitaux bon marché, en accélérant la vitesse de circulation du capital, en payant la force de travail en dessous de sa valeur, en vendant les produits au-dessus de leur valeur, ou en achetant les matières premières en dessous de leur valeur, par exemple par l'exploitation du tiers-monde. Mais ces contre-tendances n'annulent pas la loi de baisse tendancielle du taux de profit sur le long terme, et nous pouvons retenir ceci. La baisse du taux de profit et l'accélération de l'accumulation vont de pair et sont produites par le même mouvement du capital. La baisse du taux de profit et la croissance permanente de l'accumulation poussent ainsi au perpétuel élargissement du marché et à son extension par-delà ses frontières. Elles poussent à la mondialisation du mode de production capitaliste. Elles accélèrent la centralisation des capitaux et favorisent la surproduction ou suraccumulation de capital sous forme de capital argent ou de capital marchandise. Cette surproduction de capital n'est pas absolue, mais toujours relative, dans le sens où le capital parvient de plus en plus difficilement à trouver des conditions pour se reproduire dans de bonnes conditions, dans un marché toujours dominé par la compression du pouvoir d'achat populaire. Au moment où le capital ne trouve plus de débouchés pour s'investir ou pour se réaliser par la vente, débute la crise capitaliste, aboutissant à des phénomènes qui font la une tous les jours. Développement des activités de pure spéculation déconnectées de la production réelle, de plus-value et qui éclatent en bulle financière, investissement ou exportation de capital à l'étranger, dépréciation et destruction d'une partie du capital existant, fermeture d'entreprises, destruction de stocks, etc., crise du crédit et, bien sûr, dévastation des conditions de vie populaires. La forme extrême de ces crises est la guerre, qui permet une destruction massive de capital et ouvre des besoins de reconstruction. Mais ces crises, qui constituent autant de solutions momentanées et violentes de la contradiction, ne rétablissent que pour un temps l'équilibre trouvé, en repoussant les mêmes limites, seulement un peu plus loin. Car les mêmes lois s'appliquent chaque fois à une échelle plus grande, avec l'extension planétaire du mode de production capitaliste. Autrement dit, et je cite Marx pour finir cette partie, la véritable barrière, écrivait Marx, de la production capitaliste, c'est le capital lui-même. Le capital et sa mise en valeur par lui-même apparaissent comme le point de départ et le terme, comme le mobile et le but de la production. Le moyen, le développement illimité des forces productives, entre perpétuellement en conflit avec le but limité, qui est la mise en valeur du capital existant. Marx termine son chapitre sur le développement des contradictions internes à la loi de baisse tendancielle du taux de profit en identifiant les trois caractéristiques fondamentales de la production capitaliste. D'abord, la centralisation entre peu de mains de la propriété des moyens de production. Ensuite, l'introduction de la science dans la production à travers les innovations technologiques. Et enfin, la création d'un marché mondial. Alors, on va définir un petit peu l'impérialisme maintenant. L'impérialisme, c'est d'abord le capitalisme de l'ère des monopoles, dans lequel les lois économiques du capitalisme en général restent en vigueur, mais avec une vigueur accrue. Les monopoles poussent la socialisation de la production à l'extrême limite possible au régime capitaliste. Ils unissent en un tout des entreprises géantes, ils accaparent les inventions, ils fabriquent ou contrôlent une partie considérable de l'ensemble de la production. Cependant, les moyens de production restent la propriété privée des capitalistes et l'essentiel des moyens de production est détenu par un petit groupe de monopoles. Dans leur course au profit maximum, ils augmentent par tous les moyens le degré d'exploitation de la classe ouvrière. Ainsi, la domination des monopoles aggrave la contradiction fondamentale du capitalisme entre le caractère social de la production et l'appropriation privée du fruit de cette production. L'impérialisme est aussi le capitalisme parasitaire ou pourrissant. Les monopoles, qui peuvent imposer les prix sur le marché, n'ont pas toujours intérêt aux innovations et entravent souvent le progrès technique. Le pourrissement du capitalisme se traduit par l'accroissement du parasitisme de la classe des capitalistes, qui devient une classe de rentiers et qui confie la gestion des entreprises à un personnel technique salarié. La séparation totale de la couche des rentiers d'avec la production
s'accentue encore par l'exportation des capitaux, par les revenus provenant des investissements à l'étranger. Les revenus de ces capitaux investis à l'étranger constituent une part croissante des revenus de la classe capitaliste et une part sans cesse accrue de la richesse nationale des pays impérialistes qui se transforment en États rentiers parasites, tirant d'immenses revenus des pays débiteurs, se les subordonnant au point de vue économique et politique. Le caractère parasite du capitalisme trouve enfin son expression dans l'accroissement du militarisme. Une part croissante du revenu national est absorbée par le budget de l'État pour la préparation et la conduite de guerres impérialistes. L'impérialisme, c'est encore le capitalisme monopoliste d'État. Celui-ci consiste à subordonner l'appareil d'État au monopole capitaliste et à l'utiliser pour intervenir dans l'économie du pays afin d'assurer le profit maximum au monopole. Les dirigeants des monopoles ou leurs hommes de confiance occupent les postes les plus élevés dans les gouvernements et dans l'ensemble de l'appareil d'État. Les gouvernements ne sont pas mis en place par le peuple, mais par les magnats du capital financier. Les monopoles utilisent le budget d'État afin de piller la population du pays en l'écrasant d'impôts et en recevant de l'État des subventions ou des commandes qui leur rapportent de gros profits. Cette évolution se caractérise par le passage de la démocratie à la réaction en matière de politique intérieure et extérieure. Les monopoles, pour asseoir leur pouvoir, s'appliquent à réduire à néant les droits démocratiques conquis de haute lutte par des générations de travailleurs. L'impérialisme est enfin le capitalisme agonisant. Il aggrave toutes les contradictions du capitalisme et aboutit à un état de crise permanente, de blocage de la société et du développement des forces productives, enserrées dans la forme privée de la propriété. Il détermine l'accroissement des rivalités impérialistes pour le contrôle des débouchés, les sources de matières premières, les investissements de capitaux. La lutte acharnée qui se livre entre les pays impérialistes pour les zones d'influence amène nécessairement à des guerres impérialistes. Avec l'impérialisme, le capitalisme devient une force régressive qui retarde et empêche l'évolution de la société et qui peut même conduire à l'autodestruction, voire socialisme ou barbarie, et les travaux d'Engels, repris par Rosa Luxembourg au début du XXe siècle à ce sujet. Cela ne veut point dire que le capitalisme puisse dépérir de lui-même par une sorte de faillite automatique. Cela veut dire seulement que l'impérialisme est la phase du développement du capitalisme durant laquelle la révolution prolétarienne est devenue une nécessité pratique. Alors en guise de conclusion, en espérant ouvrir le débat et non pas le fermer, les tendances du capitalisme décrites par Marx, et que j'ai essayé ici de synthétiser sûrement maladroitement, mais ces tendances décrites par Marx et ses successeurs permettent de rendre compte de ce que nous vivons aujourd'hui. Contradiction entre l'accumulation de richesses et la misère qui explose, état de crise généralisé depuis 1975 après les 30 glorieuses suivant les monstrueuses destructions de la Seconde Guerre mondiale, financiarisation et capitalisme à crédit, précarisation du travail, flexibilisation, épuisement au travail, chômage de masse, travailleurs pauvres, extension du champ de valorisation du capital par les privatisations et la marchandisation, voire la santé et l'éducation, contre-réforme permanente, accords internationaux permettant l'importation de produits à bas coût pour diminuer la valeur de la force de travail, par exemple les accords agricoles avec le Mercosur, mais aussi concurrence entre blocs impérialistes et guerre impérialiste permanente, sans oublier bien sûr la dramatique destruction de l'environnement. Mais si notre présentation a insisté sur les logiques de fonctionnement, Marx et Engels n'oublient jamais qu'il s'agit d'économie politique. Car le processus d'accumulation capitaliste détermine les luttes entre classes fondamentales qui ont en retour des influences sur l'accumulation elle-même. Ainsi, la mondialisation dont nous entendons beaucoup parler aujourd'hui est une tendance inhérente à l'accumulation capitaliste, déjà en partie réalisée au début du XXe siècle. Mais elle a été interrompue par l'intrusion du socialisme, qui d'une part a soustrait au mode de production capitaliste une grande partie du globe, et qui d'autre part a contraint le capitalisme à d'importantes concessions à un mouvement ouvrier dynamique dans de nombreux pays. La fin de la période de croissance liée aux destructions de la Seconde Guerre mondiale, puis la défaite du plan socialiste, ont libéré, si l'on peut dire, toutes les potentialités dévastatrices du capitalisme qui a accéléré la mondialisation, accompagnée par les politiques néolibérales. Si l'on regarde le cas de l'Europe, les politiques thatchériennes de réduction drastique du prix de la force de travail et d'augmentation féroce de l'exploitation comme réponse à la crise des années 70 se sont amplifiées et généralisées après la chute de l'URSS avec le traité de Maastricht, composant un vaste espace supranational de valorisation du capital appuyé sur la puissance du capital allemand et la recolonisation de l'Est.
L'Union européenne n'est donc qu'un capitalisme monopoliste d'État au niveau continental. Pour finir vraiment, l'analyse matérialiste permet de comprendre et d'exposer les évolutions et de dessiner les pistes pour en sortir. Le capitalisme est objectivement le frein au développement des sociétés humaines, après avoir été un élément de progression au moins au niveau de la production. Ce système met aujourd'hui l'humanité et la planète en péril. Son renversement est la condition pour libérer les forces productives de l'humanité du linceul glacé qui les étouffe. Le capitalisme est une forme d'exploitation qui a commencé par l'expropriation violente des producteurs, mais qui doit produire par son mouvement dialectique interne, vous avez dû parler de négation de la négation, il doit produire donc par son mouvement dialectique interne l'expropriation des expropriateurs. Mais cela n'arrivera pas tout seul. Il s'agit que la classe qui peut permettre ce renversement, celle qui est exploitée, étouffée, mutilée dans son humanité, devienne un sujet historique conscient, capable d'élever la lutte des classes quotidiennes jusqu'au niveau d'intervention nécessaire pour révolutionner les rapports sociaux de production et sortir l'humanité de la préhistoire. Voilà, merci de votre patience.